Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des Ops numéro 13. On est le 7 mars, il est 8h07 du matin et je suis désolé, je suis parti dans la doc de ChatGPT, j'ai complètement oublié de revenir, j'ai pas vu ces 5 minutes passer, ces petites 5 minutes que je vous laisse pour arriver et dire bonjour. Elles ont passé un peu vite. Voilà, mais écoutez, on va revenir là-dessus. Salut Arnaud, Lorraine, Olivier, Martial, Bertrand, Jocelyne. Salut, ça fait très plaisir que vous soyez là. Merci à vous aussi qui regardez le replay, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent les replays, qui commentent sur la chaîne YouTube de Contournement, donc c'est très cool. Bah écoutez, merci. Alors j'ai oublié de vous mettre de la musique d'ailleurs aujourd'hui, je suis vraiment encore une fois hein, complètement à l'arrache. Je vais quand même enlever là le petit bandeau. Alors, attendez, comment est-ce qu'on fait ça? Hop, ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Salut Samantha également. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, encore une fois, comme la semaine dernière, j'ai pas préparé grand-chose. Donc, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude d'aller regarder un petit peu Product Hunt, d'aller un petit peu faire la veille de nos outils no-code préférés, et puis ensuite, on parlera un petit peu d'IA, parce qu'on en a un petit peu moins parlé là, ces dernières semaines. Enfin, je dis ça en même temps, on a fait un épisode entier avec Taha de Eden AI, mais en fait, je voulais parler un petit peu de l'API de ChatGPT, etc., parce que c'est l'occasion de parler aussi un peu d'API. Vous savez, un sujet qui me tient fortement à cœur. Et puis voilà, et puis on verra s'il nous reste du temps, on verra bien de quoi on parlera. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les proposer. Si vous avez spoté des choses sur les outils d'Ops, eh bien n'hésitez pas. J'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café. Moi j'ai mon thé évidemment dans ma tasse renard comme d'habitude. Et, et puis bah, écoutez, allons-y. Alors je vais partager mon écran, j'ai même pas préparé ça. Euh, la fenêtre, celle-là. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, globalement. Et j'espère que, je ne sais pas si vous êtes bloqué chez vous ou pas aujourd'hui, est-ce que vous êtes affecté par les grèves? Voilà, mais écoutez, en tout cas, moi je pense que c'est important de protéger ses droits. Mais on ne va pas faire de politique de bon matin, pas de faire de sujets clivants. Voilà, on a la chance de pouvoir beaucoup travailler en remote, donc je pense que pas forcément très affecté. Je suis désolé si vous l'êtes. Alors, voilà, j'ai pris beaucoup trop de temps pour partager mon écran. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur Product Hunt? Donc, comme d'habitude, hein, j'ai toujours ma petite blague qu'on est toujours lundi, évidemment, aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que je vais mettre plutôt celui-là? Est-ce que vous aimez mieux comme ça? Comme ça fait un peu plus de taille d'écran, quoi. Voilà, c'est un petit peu plus. On n'a pas énormément on a comme ça, bon, ça n'a pas vraiment de sens. On n'a pas énormément d'options. Alors, on est toujours encore pour une petite heure lundi sur la côte ouest des États-Unis. Donc, ici, on regarde et qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez des choses intéressantes? Alors ça, on l'a vu passer, j'ai vu Thomas le repartager sur Twitter, c'est assez rigolo, c'est une agence photo avec des mannequins qui n'existent pas, sans appareil photo et sans mannequin globalement. Voilà, alors c'est assez éloigné du sujet du no-code et des ops. Néanmoins, voilà, il y a quand même voilà, si vous avez besoin, en fait, on a souvent besoin quand on utilise des outils no-code, alors un peu moins dans les ops, mais peut-être plus quand on est dans de la création de produits, de choses comme ça, on a souvent besoin de photos. Et ça peut être assez pratique d'avoir des photos de gens qui n'existent pas. Donc voilà, vous avez cette option-là, la Deep Agency. Je trouve ça assez créatif quoi, comme usage de l'IA, et surtout je pense que c'est quand même un usage très technique, c'est-à-dire que c'est pas juste des appels d'API, je pense qu'il doit y avoir des modèles, parce que voilà, c'est vraiment, on utilise ça, des modèles un peu plus poussés de Stable Diffusion ou des choses comme ça. Bon, j'ai pas creusé la question, mais voilà, c'est bon à savoir. Je sais pas si vous utiliseriez un outil comme ça, mais voilà, je suis assez curieux. Alors, on a un outil où il y a AI et no code, enfin without code. Allons voir ça. Hubble, à une lettre près, on est sur
j'allais dire un copyright infringement, je ne sais pas comment on dit en français, une brèche de copyright avec nos amis de Bubble, évidemment. Alors je vais pas si je vais mettre la vidéo, on va pas mettre le son, et on va voir qu'est-ce qu'il nous fait. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une partie design, partie workflow. Donc déjà, alors, il manque la base de données pour avoir la trinité du no-code, mais on voit qu'il y a déjà des petits éléments d'interface, donc peut-être qu'on peut glisser, déposer du texte, c'est intéressant. Et puis ensuite, derrière, on peut imaginer que quand on appuie sur un bouton, et ben, ça va aller appeler un modèle de ChatGPT. Pourquoi pas. J'essaie d'avancer un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu plus faire. C'est marrant, on dirait un outil no-code qui permet de créer des outils qui s'appuient sur l'IA, quoi. On crée vraiment des apps. Ok, pourquoi pas. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir. Build no-code apps. Donc là, on est quand même sur du double buzzword, hein, mine de rien. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est marrant parce que c'est que des exemples de choses qui existent déjà. Alors, il y a des trucs précis pour faire des lettres de motivation, des choses comme ça, mais là en fait c'est un peu genre ouais, je suis curieux, peut-être que j'irai tester parce que je me dis que en fait comme ça m'a l'air d'être pas hyper intéressant. J'avoue, des fois j'ai des visions un petit peu trop cash des choses, mais c'est je me dis que peut-être faire des applications, enfin si on est un peu créatif, en fait finalement c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire envoyer des prompts, laisser des gens envoyer des prompts à travers votre application. Et puis est-ce qu'on peut cliquer là-dessus pour voir? Ah, on peut tester. Si je lui dis profitability, donc et si c'est juste pour envoyer cette question-là à ChatGPT, j'ai envie de dire, surtout que je suis pas sûr de voir l'intérêt, quoi. Bon, il faut un petit peu investiguer, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, à voir, je vous laisse regarder ça. Encore un outil autour de l'IA et du chat. Des modèles d'IA ici. Attendez, alors on va regarder. Bon, alors ça c'est plus en mode code. Ah mais non, en plus c'est un truc promo, donc bon, pas très intéressant. Startup 101, donc ça existe toujours, hein, des collections de ressources pour lancer sa startup. On se dirait qu'avec le temps, ChatGPT pour Amazon, ok. Alors Fill Out, on en a parlé la semaine dernière. Donc ils ont lancé sur Producton des nouveaux templates. Ok, donc est-ce que c'est un nouveau produit? Je ne sais pas. Bon, faut que j'arrête d'être grincheux par rapport à Producton, de devenir un peu récurrent tous les mardis, mais quand même, vraiment, ça m'énerve profondément. J'en profite pour le dire encore une fois. Ça m'énerve profondément quand des gens lancent pas un produit sur Producton, mais juste une fonctionnalité ou des templates. Je ne vois pas. Quelqu'un qui a fait un mage ChatGPT. Ok. Je suis juste curieux parce que j'aime bien les mages, j'aime bien le délire, et je ne vois pas l'intérêt. Ok, c'est peut-être une application macOS, ouais, pour envoyer des questions à ChatGPT. Bon, pourquoi pas. Alors ça, Ok. Bon, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans une grosse mode. Je suis un peu aigri. Salut Stan, qui t'est réveillé tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Non, bah écoutez, franchement, vraiment rien de très intéressant à part ce Hubble.ai peut-être à tester. Il m'a l'air assez basique, mais
Bah si, je pense que Sam, c'est un mage. C'est juste, bah, parce que vu la petite image, c'est une petite image de sorcier. Je pense que c'est juste une question de branding. Mais là, en l'occurrence, je veux dire, après, ça a l'air d'être une appli tout à fait banale, hein. Enfin, c'est juste, ça a l'air d'être un petit peu comme Alfred ou un truc comme ça, une appli que tu lances quand tu es sur ton Mac et puis tu lui poses des questions, puis il te répond en utilisant ChatGPT, quoi. Voilà. Ouais, parce que bah écoutez, voilà, rien de très intéressant. On reviendra un petit peu sur l'IA tout à l'heure et on va passer à la petite séquence de veille donc de cette semaine. Et on va commencer par Airtable. Et Airtable, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés au niveau de l'interface. Il y a des nouveautés au niveau de l'interface. Alors attends, je vais vous mettre le lien ici. Donc ça, c'est toutes les petites nouveautés qu'il y a eu au mois de mars. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, donc n'hésitez pas à regarder. Donc, comme tous les mois, il y a la petite vidéo de 2 minutes qui présente les nouveautés. Et la première nouveauté, c'est qu'ils continuent à améliorer les interfaces. Donc, les interfaces, on en parle souvent, hein, il y a eu vraiment. Bah, c'est un produit qu'ils ont lancé il y a quoi, un an, plus d'un an peut-être maintenant, hein, et qui s'améliore assez lentement, je trouve. Mais qui progresse et qui devient quand même très puissant. C'est Rachid récemment qui me partageait quelque chose qu'il avait fait dans le cadre du bootcamp de Noam, qui était effectivement très intéressant. Salut Sandrine, passage qui nous rejoint. Euh, et c'est vrai que moi, en fait, les interfaces, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai complètement laissé de côté, je l'ai déjà dit, hein, mais parce que je trouve que tant qu'on ne pourra pas permettre à des utilisateurs externes de se connecter dessus, bah, c'est assez limité. Néanmoins, je reconnais que pour un usage interne, et donc c'est quand même souvent dans un contexte interne hein, qu'on utilise Airtable, bah, on peut quand même maintenant avec les interfaces vraiment se faire des mini-applications qui vont devenir bien plus puissantes que juste de travailler dans les vues Kanban, galerie, etc. habituelles, hein. Donc voilà, donc je reconnais que c'est quand même très intéressant de ces interfaces, surtout qu'elles deviennent très puissantes, parce qu'au début, quand elles sont sorties, bah, c'était juste une conjonction d'apps. Là, les apps, ça existe depuis un moment. Les extensions, en fait, maintenant, comme on appelle ça dans Airtable, les extensions existent depuis un moment. Mais là, ça commence à prendre une autre dimension. Et notamment, ils ont ajouté une fonctionnalité qui a beaucoup excité notre ami Julien, parce qu'il a posté sur le Slack et sur Twitter, et que je vais vous partager ici. Et donc, ils ont rajouté la possibilité, quand on est dans une interface, ici, et qu'on a un lien, donc quand on est dans un enregistrement et qu'on a un lien avec un autre enregistrement, donc par exemple, ici, c'est donc ici, il y a une liste de projets. Ici, vous voyez, vous avez un petit bouton plus qui apparaît pour pouvoir créer un enregistrement lié tout de suite. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui manquait, alors qui était le possible, on l'a vu par exemple la semaine dernière dans Fillout, c'est-à-dire que quand vous remplissez un formulaire, vous pouvez créer un enregistrement à la volée qui est lié à ce formulaire. Donc là, c'est un petit peu ça, en tout cas, c'est ce que je comprends de sa vidéo. J'avoue que je ne sais pas s'il a, je crois qu'il n'a pas mis de son ou c'est pas commenté, mais voilà, donc c'est quand vous êtes dans un enregistrement, créer des enregistrements liés à la volée. Donc ça, c'est assez intéressant, qui sont pré-remplis, donc qui sont pré-liés en fait à ce que vous faites. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez notable. Euh, donc voilà, donc ça c'est l'amélioration des interfaces. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cas d'usage des interfaces parce qu'en fait tous nos traitements on les fait dans Airtable et c'est vrai que moi j'utilise plutôt Software pour me créer des petites interfaces très rapidement. Je vous ai montré déjà dans une matinale un petit peu comment je m'étais créé un petit panneau d'administration. Alors certes, je pourrais probablement le faire, enfin c'est même sûr que je pourrais faire quelque chose de similaire avec les interfaces d'Airtable, mais je sais pas, j'ai pas franchi le cap. Donc voilà. Et salut à toi, à Slack, qui nous rejoint. Liste, donc on a la vue liste. Alors là, très franchement, j'avoue, j'ai pas été très convaincu de cette vue liste. Et puis, alors ça, par contre, j'ai été non seulement convaincu, mais j'ai trouvé ça absolument génial, la possibilité de faire des boucles. Donc les repeating automation, les repeating groups, donc répéter une action pour plusieurs éléments. Bon bah ça c'est absolument génial, on l'attendait et j'en suis extrêmement satisfait. Et salut à toi Jean-Pierre également.
Donc voilà, les nouveautés du mois de mars. Donc voilà, des belles. Si vous utilisez les interfaces, eh bien ça continue à s'améliorer. La liste vue et puis surtout ici les groupes. Alors ça vraiment utilisez-le, abusez-en. Il faut que j'ajoute d'ailleurs une petite vidéo, c'est dans ma to-do, dans notre formation évidemment, hein, puisqu'on n'avait pas encore on n'avait pas parlé, donc on va le rajouter. Mais voilà, déjà je vois dans le cercle des ops, plusieurs personnes en ont tiré profit dans les derniers challenges. Moi aussi d'ailleurs, hein, le dernier challenge, j'ai pu le faire quasiment entièrement dans Airtable grâce à ça, donc c'est vraiment super. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses par rapport à Airtable, n'hésitez pas. Et oui, effectivement, j'avoue que j'ai laissé Stan aller tout seul à la boxe taille hier soir. Et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus en forme pour une fois. Je n'ai pas pu préparer beaucoup plus pour autant, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la préparation de notre bootcamp, donc sur les ops, hein, le bootcamp qu'on fait avec Otto, qui commence lundi. D'ailleurs, il nous reste 1 ou 2 places, hein, si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui voudraient passer 1 mois avec nous à faire des ops. Alors je pense que malheureusement dans les gens qui nous regardent vous êtes beaucoup souvent pas des débutants mais voilà, s'il y a des débutants qui sont par là et bien c'est tout à fait possible de nous rejoindre encore. Alors peut-on faire une REST API avec Make, Airtable, Exano? Eh ben tu peux faire une API REST juste avec Airtable dans l'absolu, puisque Airtable, si tu mets des données dans Airtable, il va exposer une API REST. Tu peux faire une API REST avec Airtable et Xano. Je suppose que toi, tu veux prendre tes données peut-être dans Airtable et les envoyer dans Xano avec Make. Mais dans l'absolu, juste avec Make, tu peux aussi faire une API. Enfin, alors, pas une API REST parce que tu vas pas avoir tous les verbes, tous les endpoints, mais techniquement, avec Make, tu peux aussi faire des webhooks et donc simuler en fait des API qui pourraient aller chercher des informations dans Airtable. Avec Xano tout seul, tu peux faire une API REST. Alors évidemment, Xano, ça c'est vraiment l'outil qui est fait pour ça. Et tu pourrais envoyer tes données de Airtable à Xano via Make. Donc voilà, il y a plein de combinaisons possibles, mais n'hésite pas à nous dire si tu as un use case un petit peu plus précis. Et salut à toi Kevin, ça fait très longtemps que l'on ne t'a pas vu, ça fait plaisir de te retrouver. Voilà, j'imagine que tu te lèves tôt, évidemment, Kevin, pour t'occuper de ton petit enfant. Bah écoute, en tout cas, nous aussi, nous sommes là le lundi très tôt. Alors, l'appli iOS de Airtable, alors j'avoue que je l'utilise très peu, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec Stan, je crois, et c'est vrai que l'appli Airtable, franchement, elle est pas incroyable, quoi. On va pas se mentir. Alors, je sais pas si elle rame. J'avoue que je m'en sers tellement peu que je pourrais même pas te faire ce feedback. Mais c'est vrai qu'elle est quand même. Ils ont pas mis un gros effort dessus. Oui, on en parlait par rapport à Time Tonic, qui a aussi une appli mobile qui a le mérite de fonctionner hors ligne, qui est quand même une fonctionnalité très intéressante. Ouais, je suis pas très bien réveillé, peut-être aussi. Si j'ai dit qu'on était lundi. Donc voilà, mais non, donc l'appli Airtable, ouais, j'avoue que comme je l'utilise pas beaucoup, je pourrais pas vraiment vous dire. Je sais pas si vous avez, pour les autres personnes qui regardent, si vous avez un feedback là-dessus. Mais écoutez, voilà, c'est une appli, j'espère qu'ils vont l'améliorer. On peut pas, moi vraiment, elle me sert de dépannage, quoi. Mais j'ai envie de dire, même si globalement je dois utiliser en conditions de mobilité souvent quelque chose, je vais me faire un formulaire et je vais plutôt utiliser ça. Donc voilà. Donc, pas vraiment d'avis sur la question, Jean-Pierre. Du côté de Zapier, il n'y a pas vraiment de news. J'ai rien vu de spécial. Je pense qu'ils continuent à développer évidemment leurs applications. Alors il y a un truc que je voulais montrer sur Zapier la dernière fois, mais je crois que je ne l'ai pas montré. Je me souviens plus si je l'ai montré ou pas, mais je l'ai effacé de ma liste. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai une autre fois. Mais il y a un truc qui est assez intéressant avec Zapier. Je perds la tête, peut-être que je l'ai montré, j'ai peur de me répéter. Mais vous pouvez, quand vous êtes dans vos scénarios dans Zapier, vous pouvez des fois, alors je vais le montrer rapidement. Je vais le montrer très rapidement ici. Quand vous êtes dans un Zap, il y a un truc, une petite astuce que je trouve assez intéressante. C'est si vous créez ici une automatisation. Ici, en fait, quand vous tapez le nom d'une automatisation, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous pouvez voir les dernières nouveautés. Et donc, en fait, par exemple, ici,
Airtable, ici, vous voyez que c'est l'application, c'est la latest, donc c'est l'application, c'est la dernière application stable. Mais ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Et en fait, c'est intéressant, de temps en temps, moi je clique ici pour voir, c'est pas la dernière version vraiment par défaut, mais il vous propose de voir en avance. Et donc en fait, des fois, vous pouvez voir ici les nouveaux déclencheurs ou les nouvelles actions éventuellement. Euh, et donc, en fait, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que, en fait, si on compare, là par exemple, si je compare avec la version actuelle, eh bien, vous voyez que ici vous avez que 2 enregistrements, et en fait, enfin deux événements possibles, alors qu'en fait, vous voyez que dans la nouvelle version, si vous l'utilisez, eh ben, ils ont remis quelque chose qui existait auparavant, qui est de tout de suite choisir, alors je n'ai pas choisi la dernière version, mais donc voilà, si vous êtes un peu curieux, que vous utilisez Zapier, et ben ici vous voyez que là par exemple, dans la prochaine version qui sera la version stable, mais que vous pouvez utiliser dès maintenant, eh bien ils ont remis le New Record in View. Alors qu'en fait c'était possible dans New Record de choisir une vue, mais ça économise quand même de la configuration. Et en fait c'est assez intéressant pour certains outils qui se développent vite, par exemple dans Notion. Alors, je tape pas n'importe comment. Au passage, on voit que c'est une recherche un petit peu pas exacte, hein, une recherche fuzzy. Donc vous voyez que la dernière version est juste new database item. Mais là, si je tape bien Notion et je regarde newer available, et bien ici, vous voyez que ah non, c'est pas ici, c'est dans les actions en fait que j'avais remarqué qu'il y avait plus d'actions possibles. Qu'on pouvait notamment modifier des pages. Donc voilà, mais peut-être que j'avais dit ça, en tout cas j'avais prévu de le montrer, donc si je me suis répété, désolé, mais voilà, comme ça fait une petite astuce en plus au passage. Voilà, je ne sais pas si vous utilisez Zapier, vous faites petite partie de la secte Make. Moi, je fais partie des deux et je n'ai pas de querelle de chapelle entre Make et Zapier. Je trouve que Zapier est un outil exceptionnel également, notamment depuis qu'ils ont rajouté les interfaces et les bases de données. Allez, on referme le chapitre, on va du côté de Notion, pas de nouvelles, on a parlé de l'IA longuement la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à regarder le replay de la semaine dernière. Au niveau de Make, comme j'ai dit, on n'est pas sectaire, donc on parle aussi de Make, pas de nouveautés, la release note n'a pas été mise à jour récemment. Donc voilà un petit peu pour notre veille. Et je vais retirer ça de l'écran. Et pour réagir très rapidement à ce que tu me dis, Decoded, salut à toi. Oui, effectivement, c'est vrai que malheureusement, les interfaces sur Airtable ne fonctionnent pas terrible sur tablette. Donc on est dans un entre-deux. En fait, Airtable, d'un point de vue interface, donc un des éléments de notre trinité, je vais le répéter un peu au risque de faire un petit peu secte, mais effectivement sur les interfaces, clairement Airtable, c'est là d'où ils partent le plus loin, quoi. C'est-à-dire, bon, la base de données, c'est le top, automatisation, moi je les trouve super, les interfaces, on est dans un entre-deux parce que, déjà ils rajoutent des fonctionnalités très récemment, elles sont pas très responsives, leur appli mobile n'est pas terrible non plus, donc on est un peu ni fait ni à faire. Donc voilà, mais bon, on peut imaginer que ça va s'améliorer, hein. C'est pour ça qu'on est là chaque semaine à commenter les actualités du no-code. Je pense que si je fais toujours des matinales dans un an, on aura probablement une discussion un petit peu différente sur Airtable et sur leurs interfaces. Je l'espère en tout cas, parce que c'est ce qui a, je trouve, c'est le moins développé dans l'année passée. Mais voilà. Et salut à toi, Uzo Bimo, qui nous follow désormais. Voilà. Alors, qu'est-ce que quelqu'un a déjà testé Wizd? Alors, je n'ai pas testé Wizd. C'est un outil qui a la particularité, alors je vais le montrer très rapidement. C'est pas vraiment un outil d'Ops, même si... bon, pourquoi pas, hein, fondamentalement. En fait, c'est un outil qui permet de rajouter une surcouche à Webflow. C'est un outil vraiment spécifique à Webflow qui permet de rajouter une surcouche, donc de créer des apps en fait par-dessus de Webflow. Alors, je suis pas sûr que ça simule un back-end parce que je pense que ça utilise le back-end en fait de Webflow, puisqu'il y a une partie CMS qui est un petit peu une base de données.
Donc voilà. Alors, c'est vraiment plus le côté front-end, je pense, mais très franchement, je ne sais pas trop. Wiz a été racheté il y a un peu moins d'un an par FinSuite. D'ailleurs, c'est marrant, on voit que le branding est devenu un petit peu dans le style de FinSuite, avec des petites astérisques, des petits mots un petit peu comme ça, un petit peu engageants, un petit peu punchy. Voilà, que ne sera pas sans remarquer Samantha également. Voilà, dans le marketing, la communication. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien. Voilà, très franchement, je connais personne qui l'utilise. N'hésitez pas à aller vous rapprocher de la communauté de notre ami Théo, Théo Roland, la communauté Init, pour la communauté un petit peu Webflow francophone. Voilà, si vous voulez en parler, je ne sais pas si vous voulez poser des questions là-bas. J'avoue, moi vraiment, je ne suis pas du tout dans l'univers Webflow, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Et merci Delph51 pour le follow également. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour être tenu au courant des prochaines émissions, de la mienne, mais aussi de toutes les nombreuses émissions qui ont lieu sur No Code France. À la fin, évidemment, je vous referai un petit rappel de tout ce qui se passe. Pour finir sur la veille, très rapidement, je voulais partager deux choses, mais il y en a une que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. Le podcast de la communauté No Code, le podcast mené par Jocelyne, Xavier et Benjamin. Donc vraiment, alors, je vous mets ce lien-là, c'est pas vraiment le lien officiel, il y a aussi le site sur Encore. Mais moi j'ai écouté, alors j'étais un petit peu en retard, mais j'ai sauté évidemment, j'avais vraiment très envie d'écouter l'épisode avec Walid sur l'open source, enfin pas sur l'open source d'ailleurs, sur plein de sujets, puisque c'est un épisode sur Walid, puisque c'est vraiment le principe des portraits, c'est vraiment de s'intéresser à différents membres de la communauté, et c'était vraiment un épisode passionnant. Que j'ai beaucoup apprécié, donc vraiment allez l'écouter. J'ai prévu d'ailleurs d'avoir un échange avec Walid, autour de différents sujets, avec différentes personnes. En fait, j'ai envie de faire de plus en plus de podcasts, en fait, pas forcément autour d'une seule personne. Là, je parle du podcast sur Radio Contournement, mais justement d'inviter plusieurs personnes pour parler d'un sujet. Voilà, et donc je suis hyper content que les podcasts, les portraits du no-code existent, parce que moi ça me permet du coup de pouvoir écouter des choses avec des gens, et en même temps comme ça, moi, de recentrer peut-être un petit peu mon podcast, un peu moins sur les gens, mais sur des sujets. Et donc notamment j'ai envie d'aborder le sujet de la documentation. Un autre sujet que j'ai envie d'aborder, c'est le sujet de l'open source. C'est des choses qui sont dans ma liste depuis très longtemps, et c'est deux sujets qu'aborde Walid par un peu le prisme de son expérience. Et franchement, c'était vraiment passionnant. En plus, on a un petit peu de la même génération. Donc voilà, donc on a eu aussi un petit peu le même parcours par rapport à Linux, etc. Donc ça m'a fait hyper plaisir d'entendre ça. Il y a peut-être des choses qui vous paraîtront un petit peu obscures. En plus, c'est chouette parce que Benjamin aussi un petit peu de notre génération. D'ailleurs, il le mentionne à un moment dans le podcast, donc c'est rigolo. Mais il y a des références à SUSE, à Mandrake, à des distributions Linux d'un autre temps qui moi m'ont fait beaucoup rire. Mais au-delà de ça, Walid est très pédagogue, donc il y a plein de choses, mais vraiment écoutez-le. C'est des sujets qu'on n'aborde pas énormément dans la communauté no-code, qui sont et qu'il faut creuser, parce que ça c'est un petit peu le background technique, c'est un petit peu l'héritage quelque part technique dont je pense que tous les no-codeurs et les no-codeuses doivent s'approprier. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Vous le voyez, il y a plein d'autres épisodes très différents. Voilà, donc c'est assez passionnant. Allez les écouter. Mais voilà, moi je voulais faire un petit focus sur celui-là que j'ai beaucoup apprécié. L'épisode avec Lambert aussi était passionnant. Tous, honnêtement, là, il y en a quelques-uns que j'ai sauté, qu'il faut que je rattrape. Donc voilà, mais je pense que je vais prendre le train dans les jours à venir. Donc j'aurai l'occasion de rattraper un petit peu tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, et je vous propose de passer un petit peu sur notre petit sujet autour de l'IA et vous montrer quelques petites choses que j'ai repérées. Alors, première chose que j'ai repérée, alors c'est
on s'éloigne un peu du sujet des ops, mais j'avais remarqué ce site. Alors je sais pas si quelqu'un est là, quelqu'un l'a testé. Thomas n'est pas là, notre grand chef sur la veille de l'IA. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec donc c'est un outil qui se base évidemment sur OpenAI, ChatGPT, etc. Mais j'ai trouvé que la promesse était intéressante. Donc c'est vraiment un outil pour vous aider à écrire des articles pour, euh, pour, le, enfin, voilà, pour votre blog, etc. Donc bon, j'ai des sentiments un petit peu ambivalents par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut aussi écrire un petit peu soi-même. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est ce côté un petit peu en plusieurs étapes. J'ai trouvé que c'était un peu plus intelligent, c'est vraiment dans cette logique d'assistanat, c'est-à-dire que l'IA soit vraiment un assistant et vous ne fait pas forcément tout à votre place, mais en fait vous le guidez. En fait, il y a plusieurs étapes. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez raffiner ce que vous faites. Alors, je ne l'ai pas testé, hein, honnêtement, c'est dans ma to-do un petit peu pour le tester, même si, bon, ouais, j'écris quand même, j'écris pas énormément d'articles et j'essaye d'écrire les choses moi-même. Mais voilà, mais c'est vrai que trouver des idées, c'est pas toujours quand on doit beaucoup écrire, quand on a un blog, quand on veut faire un peu bon, du SEO, ou alors quand on veut beaucoup écrire sur LinkedIn, par exemple, bah, trouver des idées, ça peut être intéressant, sachant que très franchement, je pense que aussi si vous posez une demi-heure, vous pouvez aussi trouver des idées. Hein, c'est aussi un moment, où vous pouvez en parler avec des gens. Il y a aussi plein de techniques hein, pour générer des idées. Mais bon, voilà, une fois que vous avez des idées, des sujets, vous pouvez les mettre là. Puis ça vous donne des idées. Et ensuite, bah après, vous écrivez un article, et puis ensuite, comme ça, vous passez. Ensuite, il vous propose une intro, vous allez la raffiner. Après, il va vous proposer en fait un plan. Euh, voilà, vous pouvez ensuite travailler sur ce plan, et ensuite, une fois que vous avez travaillé ça, et ben, vous allez avoir votre article. Mais en fait, vous pouvez aussi écrire vous-même après avoir eu le plan. Donc voilà. Donc effectivement, oui, comme dit Olivier, il y a aussi Jasper qui existe que j'avais pas testé. Bon, il y en a plein. Bon, voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Franchement, c'est juste, j'ai trouvé en fait, au-delà vraiment du produit en lui-même, j'ai trouvé l'approche en fait intéressante. Quelque part, ça vous guide un petit peu. Et je pense que c'est comme ça un petit peu. Quelque part, c'est un workflow. Hein. Ici, on est dans un process. Donc il y a un lien quelque part un petit peu avec les ops. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer toujours de réfléchir comme ça. Et il ne faut pas essayer d'aller franchement, moi je trouve que c'est un petit peu quand même un petit peu limité d'aller dans ChatGPT et dire vas-y fais-moi un article sur le no-code pour les associations. Franchement, bon, faites-le, hein, pourquoi pas. Mais moi je pense que quand on a un process un petit peu plus intelligent, déjà qu'on lui fait des prompts un peu plus élaborés, ça c'est la première chose. Et donc quelque part les prompts, vous allez un petit peu le programmer, lui donner du contexte, lui donner, parler à destination de quel support vous voulez écrire votre article, tout ça. Et donc en fait, le faire un petit peu par étapes, je trouve ça intéressant. Donc voilà, vous pouvez le faire vous-même ou avec des outils. Sachant que ça, quelque part, vous pourriez aussi, d'ailleurs ça pourrait être un bon exercice, un bon challenge pour le cercle des ops, on pourrait reproduire ça assez facilement. En fait, avoir plusieurs étapes, une base de données avec les différentes étapes. Je suis en train de... Des fois, j'ai des idées comme ça, il faut que je me le note, parce que c'est pas évident de trouver des articles, enfin pas des articles, des exercices toutes les 2 semaines pour le cercle des ops. Et donc j'essaie de me nourrir un petit peu tout le temps. Et là, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire assez sympa, se faire un peu un outil de création, d'assistance pour écrire des articles. On pourrait peut-être simuler un truc un peu comme ça. Bref, petit aparté voilà, pour les membres du cercle qui sont là, Olivier ou Sandrine, peut-être que vous avez une preview d'un challenge à venir. Ou Martial aussi d'ailleurs. Vous êtes plusieurs là dans le cercle. Désolé, j'ai pas toujours tout le monde qui est connecté. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous partager un petit peu plus spécifiquement sur l'IA. Et la deuxième chose, alors ça j'en donne le crédit à notre ami Baudouin qui a partagé ça sur le Slack de No Code France dans le channel OpenAI, je crois. Hop, je vous le partage. Et franchement, j'ai trouvé ça. Alors déjà, j'ai trouvé ça très joli. Très franchement, d'un point de vue design de cet outil, j'ai trouvé ça très cool. En plus, moi j'aime bien les outils très simples, gratuits comme ça. Alors c'est un outil finalement assez basique, mais qui est hyper inspirant. Donc c'est un outil de prompt engineering quelque part. Qui vous permet de créer des prompts pour les outils de génération d'images, de génération d'images tout court, donc DALL-E, OpenAI, etc. D'ailleurs, il y a une mise à jour de DALL-E qui arrive, apparemment, ou qui est arrivée. Je suis assez curieux de la voir parce que je trouve que Midjourney est tellement en avance sur DALL-E que je suis curieux de voir ce que DALL-E va faire pour rattraper un petit peu ça. Mais donc là, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que
Bah parce que en fait, on connaît pas tout. Alors je sais pas quelle est votre culture artistique, on va dire, et des courants, là des artistes ou alors des courants artistiques. Moi, j'avoue que je suis pas très bon là-dedans. Alors, je connais Magritte, je connais Keith Haring, je connais voilà certaines personnes qui sont là, mais je vais pas forcément y penser. Terry Richardson, un photographe un petit peu problématique, mais talentueux. Wes Anderson, voilà, qui a toute une imagerie. Donc, vous voyez, donc ça fait de l'inspiration tout en vous mettant des fois des noms. Banksy, évidemment, Basquiat, des fois, alors, suivant votre niveau de culture. C'est marrant parce qu'il partage des photographes, Annie Leibovitz, par exemple, très grande photographe, et puis des peintres, et puis des illustrateurs. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait un petit peu comme ça de l'inspiration, donc vous pouvez voir. Même des réalisateurs, d'ailleurs, Fellini aussi, avec Frank Gehry, de l'architecture, donc c'est intéressant, plein de choses. Donc voilà, donc vous pouvez ici, vous allez en fait cliquer et ça va vous commencer à vous générer votre prompt. Et ensuite, vous allez avoir différentes choses. Donc par exemple ici des boosters. Les boosters, en fait, c'est des mots qui vont en fait venir enrichir votre prompt et donner un peu un style. Par exemple, photoréaliste, ou alors Octane Render, c'est un moteur, il me semble, de 3D. Octane, il me semble, si je dis pas de bêtises. Unreal Engine, c'est un moteur de jeux vidéo. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez rajouter des choses. Donc par exemple, on peut mettre photoréaliste. D'ailleurs, on peut même peut-être highly detail, on peut les combiner. Hein. Vous voyez, donc ça fait différentes choses. D'ailleurs, en parallèle, je vais lancer Discord, comme ça on va aller générer une image tant qu'à faire qui va correspondre au prompt qu'on veut. Le format, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez une idée d'image que vous voudriez générer avec le style là que je suis en train de faire. Donc ensuite ici vous pouvez donner le format. Alors format c'est au sens large et là c'est pareil, c'est très inspirant parce que on n'a pas toujours d'idées en fait de ce qu'on veut faire et donc là franchement je trouve qu'il y a plein d'idées assez cool, donc des idées, alors des jeux vidéo, des choses comme ça. On pourrait mettre tiens, dans San Andreas, pourquoi pas. La perspective, est-ce qu'on veut quelque chose de près? On peut faire un peu en mode fisheye par exemple. Style, on va pas lui mettre de style parce que déjà San Andreas, je pense que ça va faire un style. Et puis on peut mettre des vibes, alors ça va être un petit peu des choses, voilà, on va mettre cinématique par exemple. Bon, vous n'avez pas d'inspiration ici. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça va être toutes les caractéristiques un petit peu de notre prompt. Et je sais pas, alors je vais mettre alors comme on a pris Frank Gehry, donc qui est un architecte, si je ne dis pas de bêtises, ici on va mettre une beautiful house in Los Angeles, par exemple, ça va bien aller avec GTA San Andreas. Hop, on ajoute ça et vous voyez, d'ailleurs, on peut donc même mettre ça au début. Et donc là, maintenant, j'ai un petit prompt que je vais copier-coller. Donc en fait, c'est que du texte, hein, c'est rien de magique, ça n'envoie même pas le prompt directement dans DALL-E. Mais ici, si je viens, je vais le copier dans Midjourney. Et je vais mettre ça tel quel. Et puis voilà, je mets entrée. Alors vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas partagé mon écran de Discord. Mais je vais vous mettre tout de suite les images qu'il aura générées dans quelques secondes. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petit outil. Je pense que c'est à garder de côté. Si toujours sur ces notions de contenu, moi je génère pas mal d'images régulièrement, par exemple pour le cercle des Ops ou différentes choses. Moi j'aime bien les styles, des illustrations notamment. Alors alors je vois un petit peu en avance le résultat. Franchement c'est hyper impressionnant. Ça fait vraiment ça fait un peu bizarre, vous allez voir ça tout de suite. Hop, je mets copier le lien. Et voilà l'image qui correspond ici à notre... je vous la mets même ici. Alors, on est sur du fisheye, on est sur donc, un rendu un peu photoréaliste, un peu... si j'avais pas mis fisheye, ça serait peut-être un peu plus joli. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu GTA, ça fait un peu Frank Gehry. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Moi, franchement, j'adore, mais c'est vraiment pas forcément le truc le plus productif. Mais j'avais envie de vous partager ça. On partage aussi un petit peu des choses plus légères. On peut pas parler que d'Ops, être dans le dur du workflow et de l'automatisation tout le temps. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller faire des créations et les partager ici dans le chat si vous voulez jouer un petit peu avec ça. Allez, il nous reste une dizaine de minutes pour aborder évidemment l'annonce incontournable de la semaine dernière qui sont on pourrait jouer vraiment pendant des heures avec ça, mais je vais essayer de vous épargner ça, on va pas faire de la création d'images toute la journée et on va parler quand même, on reste dans le contexte de l'IA.
Mais on va parler donc des API. Donc ils ont introduit de nouvelles API. Alors pour Memo, donc ça fait très longtemps évidemment que OpenAI, donc qui est la société mère qui propose l'outil ChatGPT que vous utilisez probablement, mais ils utilisent depuis très longtemps des API qui permettent d'utiliser les moteurs, les modèles, plutôt comme on va dire, d'IA, donc sont donc GPT-3 notamment, qui est le plus connu, le plus poussé, quoi. Donc, ça existe depuis un moment. C'est des API que vous pouvez utiliser, qui sont très paramétrables, qui sont assez intéressantes. Mais la révolution qui a eu lieu quand même, qui fait qu'on parle d'IA aujourd'hui, et de tout ça, c'est qu'au mois de décembre, ils ont proposé ChatGPT, qui est une interface à GPT-3, à GPT 3.5 désormais, puisque le moteur a évolué, et donc ils le mettent, c'est celui qui est utilisé dans ChatGPT, et tout le monde s'est mis, probablement vous, moi également, à utiliser GPT grâce à cette interface. Un des points forts très intéressants de ChatGPT, c'est que, bon, d'une part, il utilise, sans que vous ayez rien à paramétrer, le tout dernier modèle, qui a d'ailleurs, au passage, la possibilité désormais de se connecter à Internet, par exemple, pour faire des résumés de pages, etc. Donc ça, c'est génial. Et surtout, qui a la notion de contexte, c'est-à-dire vous lui mettez un message, il vous donne une réponse, et ensuite vous pouvez affiner la réponse ou lui poser une autre question qui garde le même contexte. Donc tout ça est hyper intéressant et propose un usage beaucoup plus simplifié qu'auparavant ce qu'on pouvait faire avec les API d'OpenAI, les modèles GPT-3 normaux, les DaVinci 03 et compagnie, quoi. Donc jusqu'ici, tout le monde utilisait ça. Mais ce qu'ils ont fait, et c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ils proposent une API désormais simplifiée vraiment de l'utilisation en mode ChatGPT. C'est-à-dire que vous utilisez toujours derrière, à la fin, le modèle, mais le dernier modèle le plus entraîné, sans avoir à lui spécifier quoi que ce soit, et vraiment de manière plus simplifiée. Alors, donc ils ont fait un blog post que je vous partage ici, qui est très intéressant. Alors c'est marrant, c'est aussi un peu de la com, hein, c'est-à-dire qu'ils ont donné en avance en accès à Snapchat, à Quizlet, à Instacart, à Shopify, etc. Donc vous pouvez aller regarder ces usages, mais surtout ici, ce que vous voyez, c'est que voilà, ils ont une nouvelle API. Donc c'est un nouvel endpoint. C'est pas le même, hein, d'ailleurs. C'est le endpoint traditionnel, c'était sans le chat. Et ici, donc il a rajouté chat. Donc ça, c'est un nouvel endpoint. Salut Lorraine, bonne journée à toi. Et donc ici, il y a beaucoup moins de paramètres, c'est beaucoup plus simple. Alors vous pouvez quand même spécifier le modèle, mais vous pouvez tout simplement lui mettre le GPT-3.5 Turbo qui est le dernier. Vous lui mettez votre clé évidemment, et ici vous lui mettez les messages. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez lui donner le contexte. Parce qu'en fait, auparavant, avec l'API vraiment traditionnelle, vous deviez faire c'était beaucoup moins évident. Et donc en fait, là, ils ont vraiment simplifié. Donc c'est un peu comme une surcouche, et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez regarder. Et en fait, ce qui est assez intéressant qui détaille ici, c'est que ils ont mis en place des instances spécifiquement pour ce modèle-là, donc ça va plus vite. D'ailleurs, il y a les modèles évoluent vraiment quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Et donc, c'est beaucoup moins cher aussi. Ça, c'est un truc qui est vraiment à noter. Alors, vous pouvez aller voir la page, donc il y a une page dédiée vraiment donc de la doc d'OpenAI que je vous invite vraiment à aller voir. Je le répète toujours, mais donc dans le sujet des API, la documentation, c'est extrêmement important. Vous devez, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au NoCodeOps, a priori, ou juste que vous voulez discuter avec moi, ça fait plaisir aussi, mais si vous vous intéressez au NoCodeOps, il faut que vous vous intéressez aux API. Si vous vous intéressez aux API, il faut que vous appreniez à lire des documentations d'API. Celle je trouve, d'OpenAI est pas mal. Donc voilà, regardez ça. Donc ici, évidemment, c'est des exemples un peu en code, mais vous, ce que vous devez lire, c'est ce qu'il y a ici, c'est-à-dire vraiment, alors ça c'est curl, donc curl, ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi apprendre à utiliser, c'est pour appeler des API en ligne de commande, mais vous pouvez faire la même chose avec Postman ou avec des outils un petit peu plus accessibles. Mais donc voilà, donc ici ce qui est très intéressant, alors je l'ai pas lu en plus vraiment en détail, mais je l'ai survolé assez pour comprendre que ici, c'est là que vous allez avoir la conversation. Et donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, donc ici, c'est tout simplement un tableau. Si vous ne savez pas lire le JSON,
Très important, apprenez à lire le JSON également. Là, je vous donne quelques astuces pour devenir plus à l'aise avec les API. Les API, c'est pas du code, hein. Les API, c'est vraiment des concepts techniques, mais qui sont très abordables. On a une formation là-dessus, chez Contournement, si ça vous intéresse. Mais donc, ce qui est important ici, c'est que vous allez lui donner du contexte. Donc, peut-être qu'au premier appel d'API, si vous voulez vraiment simuler une conversation, là, maintenant, avec ça, vous pouvez littéralement refaire ChatGPT vous-même, quoi. Avec un outil comme WeWeb, par exemple, et je crois que Thomas s'est fixé un challenge de le faire, je ne sais pas s'il l'a fait déjà ou pas. Mais donc, vous prenez donc, une entrée de votre utilisateur, vous l'envoyez à ChatGPT, ça vous fait votre premier message, donc au début, comme si votre tableau n'avait qu'un seul message, vous avez la réponse, et puis comme ça, vous pouvez faire des allers-retours, et à chaque fois, vous allez rajouter les messages et lui donner du contexte. Et donc en fait, ça, c'est très intéressant. Et ensuite, suivant le rôle que vous allez lui donner, ça va lui donner un peu l'exemple. Et donc en fait, ici, donc vous voyez par exemple, ça c'est l'utilisateur, donc c'est potentiellement la personne qui pose la question. D'ailleurs, vous voyez, ici c'est une question. Et ici, l'assistant, en fait, vous lui remettez la réponse qu'il a reçue, qui vous a renvoyé. Comme ça, il sait que ça, c'est ce que lui vous a envoyé. Et donc, comme ça, il vous donne une notion de contexte. Donc, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez manipuler ça. Vous pouvez éventuellement modifier la réponse de l'assistant. Vous pouvez éventuellement l'enlever. Enfin, vous voyez, vous pouvez un peu... donc, ça vous donne vraiment une plus grande souplesse que dans ChatGPT. Évidemment, là, on a un usage très avancé de tout ça, mais c'est ce que ça va vous permettre de construire. Donc, c'est vraiment passionnant. Et vous, lui, ce qui vous répond, c'est différentes choses. Il vous répond le modèle, il vous répond les usages, un petit peu des stats, savoir les tokens que vous avez utilisés. Il vous donne des dates aussi, évidemment. Et puis voilà, et puis il vous donne une réponse. Et puis voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Bon, je ne vous donne pas le truc. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, il précise que c'est 10% moins cher d'utiliser ChatGPT Turbo que DaVinci 03. Donc ça, c'est quand même notable. Vous pouvez faire 10 fois plus d'appels pour le même prix, donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis voilà, je regarde en même temps, mais voilà. Donc franchement, c'est vraiment super. Donc moi, je suis hyper enthousiaste par rapport à ça, parce que je trouvais que utiliser l'API, les modèles, les DaVinci 03, etc., dans Make et tout, c'était quand même pas toujours hyper évident. Il fallait gérer les tokens et tout. Alors bon, ça se faisait, ça se fait très bien. Mais voilà, là, c'est vraiment une couche d'abstraction, quelque part un petit peu au-dessus, que je trouve assez chouette. Dernière petite chose à vous préciser, Whisper API, pareil, ils ont fait la même chose, ils offrent pour faire de la transcription d'audio. Donc vous lui envoyez un fichier audio. Voilà, ça c'est un très bon exercice d'ailleurs dans Make, pour manipuler des fichiers, envoyer des fichiers à des API. C'est un truc qui n'est pas vraiment trivial, qui perturbe un petit peu les gens. Et donc vous lui envoyez une API, donc il faut l'envoyer en multi-part form data. D'ailleurs, ça c'est petite astuce au passage, regardez bien ça. Dans Make, il faut bien spécifier ce truc-là. Mais c'est tout à fait faisable, et Make d'ailleurs vous aide à faire ça. Mais c'est traditionnellement, même en tant que développeur, moi c'est un truc, je sais, qui m'a toujours perturbé, d'envoyer des données à travers une API, c'est jamais toujours évident. Mais voilà, ça se fait très bien. Et donc voilà, Whisper, c'est vraiment, je l'ai pas utilisé, il est implémenté dans un outil qui s'appelle Auphonic, que moi j'utilise pour retravailler mes podcasts. Et franchement, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ça permet de faire de la transcription. Apparemment, le modèle est vraiment bien entraîné. Ça ne sera pas parfait, évidemment, mais vous pouvez récupérer du texte de tous vos audios. Et en même temps, ce texte, après, vous pouvez aller l'alimenter dans un chatbot et puis aller faire des recherches, etc. Donc il y a des choses très, très intéressantes à faire. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ça. Eh ben, écoutez, voilà. On a fait un bon tour, on n'a pas fait de focus sur vraiment un outil no-code, DOPS, etc. Mais bon, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces choses-là. Parler toujours d'API, vous savez, c'est ma grande passion. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le cercle des Ops. Donc voilà, quand j'ai l'occasion d'en mettre une petite couche, je le fais avec plaisir. Quelques petites annonces pour terminer. Attendez, alors je retrouve ma page Notion. Alors évidemment, n'oubliez pas, si vous êtes ici, peut-être que vous serez intéressé de rejoindre Stan et moi-même à Barcelone. Je vous mets le petit lien. Attendez, je vais même me faire le petit plaisir, parce que franchement, c'est quand même un projet
qui me tient à cœur et où on passe quand même beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on avait prévu dessus. On va passer une semaine à Barcelone du 24 au 29 avril. J'espère que certains d'entre vous se joindront à nous. On a déjà la moitié du groupe, donc on a fait limiter la taille des personnes qui nous rejoignent à 30. Donc on a déjà plus 15 personnes qui se sont inscrites. On va passer une semaine à Barcelone avec un très beau programme. On va parler de Glide, on va parler de Bravo, de WeWeb, de Xano, de Notion, de Tally. Voilà, Tally, on aura les gens de Tally qui seront là, Bravo, WeWeb aussi. On va parler de Bubble évidemment, on va parler de Weglot. On va parler sûrement aussi de Webflow, qu'on est en train de discuter avec eux. On va parler de Softer. Alors, on va mettre à jour là, mais c'est confirmé aussi, on va parler de Softer. La taille des personnes, la taille du groupe, non? Il y a un endroit où il y a écrit la taille des personnes. C'est moi. La taille le nombre de personnes, pardon. Je suis un peu. La taille, vous pouvez venir si vous êtes très grand ou très petit, vous pouvez venir, ou grande ou petite, évidemment. Il n'y a aucun problème sur la taille des gens. On ne fait pas de distinction. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet à Barcelone. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc ça c'est très intéressant. Le bootcamp d'Otto commence la semaine prochaine, le bootcamp qu'on fait avec Otto. Ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, mais on est peu finish. Et puis la dernière chose, évidemment, le programme incroyable sur Twitch, le Twitch de No Code France. Abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça vous aurez les notifs d'une part, vous pourrez participer au Slack, il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est quand même le meilleur moyen. Alors évidemment sur le Slack, il y a des petits rappels, on partage les choses, mais quand même le mieux c'est de s'abonner à la chaîne Twitch. À midi, vous retrouvez notre ami Julien Mottet que je vous ai montré tout à l'heure, dont je vous ai montré un tweet, pour son live tous les premiers mardis du mois sur Airtable. Toujours un grand plaisir, même si malheureusement j'ai pas le temps de vraiment les regarder, mais voilà, il y a vraiment sur Airtable, on fait pas beaucoup plus avancé, donc vraiment allez voir. Petit changement d'horaire de notre ami Stan qui fait ses lives nocodiens maintenant de 17h30 à 19h30. Donc n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs c'est bien Stan, je sais pas si tu nous regardes toujours, mais ça veut dire que tu seras libre pour qu'on retourne à la boxe ce soir à 20h30. Voilà, donc je sais pas, non, je pense qu'il va pas apprécier ma blague. Enfin, quoique, c'est pas forcément une blague. Mais donc demain, retrouvez Jocelyne à 8h pour son live, pour sa matinale, ma boîte semée au no-code. Demain, c'est la team Xar qui live à 13h30, enfin à 13h. Si vous êtes à Paris, j'ai oublié aussi, mais on a un live, on n'a pas un live, on a un meet-up. Si vous êtes à Paris, vraiment, venez demain soir, ça va être un super meet-up qui nous est généreusement, on est invité par la team de Weglot qui seront là évidemment. Voilà, dans un très beau lieu, dans le 3e, il y aura à boire, à manger, donc venez, franchement, c'est l'occasion de se rencontrer, de parler d'Obs, de parler d'autres choses, de parler de Weglot, de parler de ce que vous voulez. C'est pas du tout, c'est pas parce qu'ils payent l'apéro qu'il faudra parler de toute la soirée, évidemment, ils sont pas du tout comme ça en plus, donc voilà, demain, jeudi, donc le No Code Game, on vous débriefera du meet-up. Si vous n'êtes pas à Paris, on vous racontera comment ça s'est passé. La Bubble émission, de l'IA No Code vendredi, voilà, bref, vous voyez, il se passe plein de choses sur le stream, voilà, du software aussi, évidemment, avec Arthur, le vendredi, donc plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez là, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain, en plateforme, pour un des nouveaux sujets autour des ops, voilà, avec grand plaisir. Bonne journée à vous et bonne semaine, et puis à bientôt.